Bonjour à toutes, bonjour à tous et à tous. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui je m'adresse à tous les frères et sœurs gabonais et gabonaises qui sont à travers la diaspora, ceux-là qui chaque jour se lèvent avec le souci de voir le Gabon finir par devenir ce pays tant rêvé. D'accord. Donc à toutes et à tous, bonjour déjà. Merci pour ceux-là qui veulent bien partager la vidéo. On va essayer de parler un peu de l'organisation pour le 17 août. Quelle organisation il faudrait prévoir. Notamment beaucoup plus m'adresser aux Gabonais de la diaspora, parce que ce qui est évident, c'est que nos messages passent mieux dans la diaspora que sur le terrain. Donc déjà, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a le volume? Est-ce que vous m'entendez là? Donc pour ceux-là qui peuvent me signifier s'il y a le volume ou pas, ce sera pas mauvais. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de son. Je vais essayer de vérifier ça. Est-ce qu'il y a le volume? On va essayer de vérifier s'il y a le son. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a le son? C'est tout. Ouais. L'organisation, ouais, je crois qu'il y a le son. Donc, en gros, c'était un peu ça déjà pour commencer. Voilà. Mais, au fait, parlons-en par rapport à comment s'organiser. Donc, il y a des marches qui ont été prévues pour le week-end prochain à Nice et autres. J'espère que vous les avez suivies. Et j'espère que vous seriez disponible pour y aller, pour vous rendre à ces manifestations. Donc, ici, la question de savoir aujourd'hui de comment est-ce qu'on lance le nouveau boycott, c'est-à-dire comment est-ce qu'on organise le boycott au niveau du Gabon. Je crois que, pour ma part, ça doit passer par la sensibilisation des uns et des autres. Donc la sensibilisation ici des uns et des autres, ce sera une question d'apporter justement, que les uns et les autres apportent leur contribution dans le mouvement. C'est nécessaire. Il faudrait que les Gabonais se mobilisent pour ce jour-là. Mais il faudrait que le mot d'ordre soit le même pour tout le monde. D'accord ? Il faudrait que tout le monde se base, ou du moins parte du concept que le 17 août est un jour qui appartient à la patrie. C'est un jour de liberté. C'est un jour de commémoration de nos martyrs. Des personnes qui ont eu l'idée de pouvoir instaurer, ou du moins de pouvoir instaurer ces éléments qui sont l'hymne national, ces éléments qui sont le drapeau vert, jaune, bleu comme il est derrière moi là. Donc disons que c'est un jour unique, un jour qui nous appartient. Donc si Ali Bongora choisit ce jour pour venir... ah tiens, on me pose la question si on ne fait pas de marche en Turquie. Bon, je vais essayer de vous répondre très vite là-dessus. La particularité de la Turquie, c'est que après le coup d'État
du 15 juillet dernier, l'année dernière, toute manifestation et regroupement ont été interdits. Donc, il n'est pas possible de pouvoir marcher, manifester en Turquie. Il faut comprendre que la situation de la Turquie, comparée au Gabon, ne sont certes pas pareilles, mais la Turquie est encore, depuis un an, elle est quasiment en alerte maximale. On n'interdit pas les manifestations parce que ça nuit forcément au pouvoir, mais on interdit les manifestations parce que les populations ne sont pas en sécurité. La plupart des groupes terroristes, généralement, ont toujours frappé au moment où les gens se retrouvaient dans des foules. Et voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle les manifestations en Turquie ne nous sont pas accessibles. Mais néanmoins, dans les universités, on nous permet de pouvoir manifester, c'est-à-dire dans un cadre assez restreint, et puis vous devriez prendre toutes les mesures nécessaires pour ça. Et pour terminer, la population des Gabonais vivant en Turquie ne sont pas très nombreux. Et la plupart, ce sont des étudiants, des adolescents pour le dire ainsi. Donc la peur quand on vous parle déjà que votre passeport sera retenu, quand on vous parle qu'on va vous arrêter à l'aéroport, quand on vous menace que vos bourses seront suspendues, ça fait en sorte qu'il n'y ait pas beaucoup de courageux qui se lèvent lorsqu'il faut faire ce genre de manifestation. Mais n'empêche que je voudrais déjà vous signifier qu'après le 31 août, une manifestation avait été organisée par moi et d'autres Gabonais. Nous sommes sur les 40 Gabonais ou soit 50 Gabonais qui sommes présents sur le territoire turc. Il n'y a à peine que 5 à 6 personnes qui se sont retrouvées. Donc vous comprenez par là que l'intérêt, pas que l'intérêt n'est pas peut-être la même pour l'intérêt de la nation n'est pas forcément celle qui anime tous les autres. Mais la plupart des jeunes Gabonais qui sont ici ont peur et ce n'est pas faute de le dire. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui a la facilité de pouvoir affronter Ali Bongo à visage découvert. Surtout quand vos parents vous rappellent toujours que vous êtes parti là-bas, c'est pour apprendre. Le reste ne vous regarde pas. Donc vous comprenez que c'est la peur. Mais pour les quelques-uns qui se démarquent, qui ont le courage de dire ce qu'ils ont à dire, ils le font. Mais honnêtement, en Turquie, il faut que je vous rappelle que la génération gabonaise qui se trouve en Turquie est composée en majorité d'adolescents. Et ce sont des enfants qui ne sont peut-être pas prêts à s'exposer et je ne veux pas les en vouloir pour ça. Donc c'est les deux raisons pour lesquelles la Turquie, les manifestations ne sont pas aptes, ne sont pas possibles. Je peux manifester à l'université, mais vous ne pouvez pas manifester tout seul. Ça devient un peu ridicule. On a l'impression que vous êtes le seul pour qui cette cause impacte, du moins a un impact ou importe, alors qu'il s'agit de toute une nation. Et pour ceux qui sont disposés à pouvoir manifester, tout le monde a peur de peut-être de se retrouver obligé de vivre en exil en Turquie parce qu'aujourd'hui Ali Bongo ne va plus accepter. Beaucoup ont peur de rester longtemps sans voir leur famille. Beaucoup ont même peur que leur famille ne soit inquiétée. Donc en Turquie, faire l'activiste en Turquie, c'est quand même assez difficile. C'est difficile parce que on n'est pas à l'abri de beaucoup de mauvais coups, de beaucoup de mauvaises intentions des émergents. Parce que je ne vais pas vous cacher l'affaire que Pat Collins avait eue là, on avait appelé la police soi-disant qu'il possédait des armes chez lui. Une affaire similaire m'est arrivée, mais pas peut-être à la grande, pas à cette échelle, pas à l'échelle de Pat Collins, mais une affaire similaire m'est arrivée. Et bon, j'en ai pas parlé parce que ça s'est passé comme ça et puis bon, on a balayé ça comme ça. Mais n'empêche que il faut revenir sur l'essentiel en vous disant que pour ceux qui sont en Turquie, plusieurs Gabonais avec qui je suis ici sont vraiment dans la lutte. Ils font un peu plus le partage de l'information, ils font plus la dénonciation, mais ils s'exposent de moins en moins. Voilà. Donc tout ça, c'est pour comprendre que nous sommes vraiment, vraiment, vraiment motivés et nous sommes vraiment, vraiment, vraiment motivés. Alors, voilà. Donc, pour revenir sur ce dont nous parlions tout à l'heure,
Où êtes-vous avec les Gabonais qui avaient été arrêtés en Turquie après le coup d'État? Voilà, les Gabonais qui avaient été arrêtés en Turquie après le coup d'État ont tous été simplement rapatriés. Ceux qui ont été arrêtés et ceux qui ont été accusés ont été tous rapatriés. Et voilà. Aujourd'hui, ils sont au niveau du Gabon. Ils ont eu des problèmes au niveau du Gabon aussi parce que pour certains, l'un d'entre eux, une fois rapatrié, a été encore arrêté, conduit à la DGR pour interrogation, soi-disant tu es allé pour étudier et maintenant tu te retrouves dans un groupuscule islamiste, comme ils ont dit. Il faudrait justifier ça, mais à la fin on s'est rendu compte qu'en fait il n'y avait rien contre ces enfants, ces étudiants. Il s'agit juste d'un malentendu, un malentendu qui aurait pu être résolu si bel et bien notre État avait la jojote diplomatique d'en savoir un peu plus. Donc vous vous rendez compte que nous sommes dans un État où les Gabonais ont été arrêtés, accusés de terrorisme, mais il n'y a aucun dossier officiel, aucun rapport de police qui justifie les faits ou qui explique les faits. Donc vous comprenez que vous avez été arrêté, emprisonné, et c'est juste de bouche à oreille que votre rapatriement a été fait. Donc l'État gabonais n'a que la version des Gabonais qui ont été arrêtés et la version dite la version du gouvernement turc ou du moins des représentants turcs qui les ont rapatriés, mais aucun document officiel. J'ai envie même de dire que ces personnes ont été arrêtées. L'information par laquelle ils ont été accusés de terrorisme est du bouche à oreille. Il n'y a rien d'officiel, il n'y a rien d'écrit, il n'y a aucune preuve, il n'y a aucun document qui atteste quoi que ce soit. Juste quelques inégalités, juste quelques questionnements. Comment ils ont fait pour arriver? Qu'est-ce qui explique les sommes d'argent qui sont versées dans leur compte chaque fin du mois ou du moins tous les 3 mois, selon eux très élevés? Qu'est-ce que leurs parents font comme travail? Comment expliquons-nous que les banques, les transferts sont faits? Vous voyez un peu des histoires qu'en fait, ils essaient de faire, tisser des liens parce qu'il faut comprendre que après le coup d'État, justement, on a dû interpeller beaucoup de personnes dans ce cas-là, des gens qui recevaient de l'argent de manière inexpliquée à des comptes provenant de comptes inexpliqués et qui finalement effectivement étaient dans ces organismes en réalité. Alors donc on a fait une enquête de groupe, on s'est basé sur des éléments de groupe et c'est comme ça qu'ils se sont fait prendre les uns les autres alors qu'ils n'étaient pour rien. Et surtout aussi que ces étudiants-là ont appris dans les écoles appartenant aux putschistes, soi-disant, et pour cette raison, comme vous étiez dans les écoles appartenant aux putschistes, vous percevez des sommes d'argent qui étaient en fait des bourses envoyées par l'État gabonais. Donc, comme pour vous dire aussi d'une autre part que l'ANBG, l'organisme ANBG n'est pas représenté, n'est pas reconnu au niveau de l'État. Donc, on ne peut pas expliquer comment des étudiants perçoivent des sommes d'argent assez élevées quand on sait que sans pourtant savoir les provenances ni justifier d'où elles reviennent ces sommes d'argent et que cet argent-là est déversé dans les universités des personnes qui soi-disant financent le terrorisme. Donc, en quelque sorte, lorsque vous payez ou du moins vous contribuez par le versement de votre scolarité dans ces universités, vous êtes automatiquement considéré comme un membre ou un financeur ou un individu qui finance justement le terrorisme parce que votre argent sert à ça en fait. Donc c'est dans cette optique-là que ces personnes ont été accusées à tort et se sont retrouvées dans cette situation. Alors notre État, de sa part, aurait simplement dû dépêcher une équipe de la NBG pour venir justifier qu'à travers le monde, l'État gabonais envoie des étudiants et paye des bourses. Et la provenance de cet argent venait tout simplement de l'État gabonais, des caisses du trésor gabonais. Mais ils n'ont pas pris la peine de le faire. Ils ont seulement, après les avoir fait justement la proposition, parce que dans cette affaire, j'ai été en contact avec les responsables de la NGT, de la NBG. J'ai été en contact avec l'ambassadeur, j'ai été en contact avec le ministère de l'Intérieur, j'ai discuté avec la directrice aux affaires étrangères chargée des affaires sociales.
Et évidemment, je vous explique même, j'irai plus loin en vous disant que à tous les niveaux de l'administration, beaucoup de personnes n'étaient même pas au courant de cette situation. Aucune des personnes n'avait des éléments à pouvoir vous justifier cette situation. Ça veut dire que ces enfants se sont retrouvés dans une situation difficile et l'État gabonais s'est tout simplement lavé les mains. Et ce qu'ils ont plutôt dépêché comme solution, c'est trouver des voies et des moyens qui puissent faire rapatrier afin que, parce que la situation, le problème était très difficile à traiter à leur niveau, se faire rapatrier pour enlever, pour se salir, pour se laver les mains. Et même dans ce rapatriement-là, ce n'est pas tous les étudiants qui auraient certes été nominés, du moins auraient certes été accusés, cités dans cette affaire, qui ont été immédiatement interpellés. Il y avait des cas où la plupart de ces étudiants devaient graduer dans 2 mois. Donc, il suffisait seulement qu'on patiente 2 mois pour que ces étudiants puissent avoir leur diplôme et rentrer. Et aujourd'hui, ils se retrouvent à Libreville à rechercher des écoles à gauche et à droite, s'ils peuvent repartir en France, s'ils peuvent partir ailleurs pour terminer leurs études. Donc, vous entendez là qu'il s'agit des étudiants qui étaient en fin de cycle, qui vont devoir repartir à zéro, du moins se faire, non seulement pour le cas de la France, pour certains, comme ils ont expliqué, on leur a demandé d'être rétrogradés et de reprendre quasiment 2-3 ans, alors qu'ils étaient en train de terminer dans 1 mois à peu près. Donc, vous comprenez aussi que tout ça relève de la négligence de notre État et de l'incompétence de notre État, de nos services diplomatiques qui ne maîtrisent pas la situation, des situations extrêmes. Vous comprenez ? Parce que cette situation s'est présentée pour notre mission diplomatique ici en Turquie comme étant une situation extrême. Et situation extrême nécessitait l'intervention des autorités parce que les autorités turques étaient disponibles et prêts à discuter entre autorités supérieures à autorités supérieures sur cette question. Mais ne pouvant pas, n'ayant pas des arguments à pouvoir expliquer, parce que ne maîtrisant pas les dossiers, non seulement des conditions et des raisons d'obtention de bourses, les raisons pour lesquelles on offre des bourses, le système d'obtention de bourses, pour pouvoir expliquer aux autorités turques comment ces étudiants se retrouvent. Parce que vous savez, lorsque vous percevez près de 8 000 € par an pour payer les écoles des universités, ici en Turquie, vous êtes considérés comme des étudiants d'une classe supérieure. D'accord? Lorsque vous bénéficiez des assurances de près de 300, 400 €, 500 € ou 600 € par an ou 700 € par an, ici en Turquie, vous êtes considérés comme étant des personnes de classe supérieure. Et alors, quand on comprend, quand on explique qu'il s'agit des Africains, des étudiants, que cela ne vient pas de leurs parents, cet argent-là, on se pose des questions, mais où est-ce que cet argent vient? Alors, lorsque l'organisation qui nous offre les bourses au Gabon, au niveau de l'aide du Gabon, n'est pas reconnue, ou du moins n'a pas une représentation officielle au niveau de cet État, comme étant un pays qui offre des bourses aux étudiants pour venir étudier en Turquie. Il est tout à fait normal que, après justement cet événement, les autorités turques ont commencé à traquer les étudiants parce qu'il n'y a pas seulement eu des putschistes dans le monde politique, il y a eu des putschistes dans la police, dans l'armée, des enseignants, des étudiants. Donc, il y a eu une enquête ouverte sur tout le monde. Donc, il ne faudrait pas que les gens pensent que cette enquête s'est tournée simplement vers les étudiants gabonais. Non, il y a eu les étudiants sud-africains, nigériens, en fait. C'est-à-dire que tous les pays qui étaient en contact avec les écoles turques, comme l'école turque présente au Gabon justement, tous ces pays, sachant que ces écoles turques ont aussi offert des bourses, parce qu'il ne faut pas oublier que les écoles turques en réalité ont offert aussi des bourses, offraient des bourses aux étudiants africains pour venir étudier dans des universités appartenant justement à ces mêmes personnes. Donc, les écoles turques, à un moment donné, se sont présentées, ou du moins se présentent maintenant comme des ambassades, des représentations diplomatiques au sein de nos pays, diplomatiques, ambassades diplomatiques parallèles à l'ambassade officielle de la Turquie. Donc, vous comprenez que vous vous retrouvez dans un pays où il y a une mission diplomatique soi-disant, entre guillemets, des écoles, et une mission diplomatique officielle. Et à travers ces écoles, beaucoup d'investisseurs turcs
entreprises appartenant justement à ce putschiste se sont retrouvées dans nos États africains. Et les raisons pour lesquelles, justement, l'une des raisons aussi, parce qu'il faudrait comprendre aussi qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles le gouvernement turc s'est obstiné à poursuivre ses étudiants. L'une de ces raisons, justement, c'est que à Libreville, il y a une école turque à Libreville, et cette école turque appartient justement à ce putschiste. D'accord? Toutes les écoles turques présentes sur les territoires étrangers en Afrique, en Amérique, en Europe, en Europe orientale et tout, je vais te parler de l'Asie. Toutes ces écoles appartiennent exclusivement à ce putschiste. Alors, l'État turc avait lancé la mesure de la fermeture de toutes ces écoles. Donc, tout pays qui répond à une coopération entre la Turquie et le Gabon est nécessaire, doit en quelque sorte coopérer si jamais cet État se sentait soupçonner un compatriote issu de cet État comme étant nuisible justement à cette coopération-là. Alors, les écoles turques présentes dans les pays africains ou certains pays en Asie, notamment au Gabon aussi, comme l'école turque qui est justement au bas d'Égée, l'État turc, ayant pris connaissance de cette existence, a demandé à l'État gabonais de la fermer, mais dans l'optique de la réouvrir, mais dans un cadre de véritable coopération. Donc, il s'agirait ici là plus d'une école privée turque, mais une école de coopération entre l'État turc et l'État gabonais. Mais malheureusement, Ali Bongo, ayant vu les établissements fermés, n'ayant pas ouvert, n'ayant pas construit des établissements, n'ayant pas construit des écoles, il a tout simplement ignoré cette mesure, ignoré cette proposition de l'État turc qui avait dépêché une mission au Gabon pour pouvoir discuter les modalités et des conditions possibles à pouvoir justement fermer, réorganiser, fermer pour réouvrir, voir dans quelle mesure l'État turc et l'État gabonais pouvaient s'accorder sur la qualité de l'enseignement et le type d'enseignement qui devait être proposé dans ces écoles. Donc, le fait que l'État gabonais ait été négligent, parce que là, en fait, on va maintenant tomber sur la véritable raison pour laquelle les étudiants gabonais en question ont été rapatriés. Le fait que l'État gabonais ait été négligent dans un premier temps sur la fermeture de ces écoles, négligent sur les propositions que l'État turc est venu faire au Gabon par rapport aux conditions qui devraient réouvrir cette école pour pouvoir renforcer leur coopération, a tout simplement fait en sorte que, par rapport déjà, peut-être, soit l'État gabonais soutient le putschiste en persévérant ou en maintenant l'ouverture de cette école, soit l'État turc, soit l'État gabonais ignorait tout simplement et négligeait tout simplement le souci ou la préoccupation de cette coopération entre la Turquie et le Gabon. C'est la raison pour laquelle l'État turc, pour tous les États qui ont été négligents face à cette mesure et qui n'ont pas été regardants face à cette proposition, alors l'État turc a simplement compris que peut-être que ces États étaient aussi avec le putschiste et que ces États avaient tissé des coopérations entre putschistes, entre États privés, entre le putschiste et l'État pour envoyer les étudiants justement apprendre dans leurs écoles et percevaient de l'argent qui servait en fait à financer justement des agissements et des agissements terroristes au niveau de la Turquie. Donc vous comprenez que la négligence de notre État à se pencher sur des sujets aussi complexes fait en sorte que les États dont ils ont en face, tels que par exemple le cas de la Turquie, considèrent que si vous êtes négligent pour cette coopération, si vous n'apportez pas, ou du moins vous n'apportez pas un regard réel, un regard sérieux, un regard responsable sur
cette situation, c'est que vous négligez en fait cette coopération. Et si vous négligez cette coopération, nous ne pensons pas que vous pourriez négliger le sort de vos compatriotes. Alors, ils ont commencé à lancer des mesures d'arrestation, des mesures d'interpellation sur les étudiants qui ont appris exclusivement dans les universités qui appartenaient en Turquie, les universités en Turquie qui appartenaient à ce putschiste, en espérant que l'État gabonais allait réagir. Mais malheureusement, notre État n'a pas réagi. Notre État est resté muet. Et la diplomatie, la mission diplomatique envoyée en Turquie justement pour régler ce genre de cas a été aussi incompétente. Non pas incompétente parce qu'ils ne voulaient pas travailler, mais incompétente parce qu'ils n'avaient pas d'éléments. Incompétente parce qu'ils ne comprenaient pas le système. Incompétente parce que l'interlocuteur ne sentait pas en face de lui une personne apte à pouvoir régler ce problème. D'où la nécessité de pouvoir solliciter l'attention des homologues, donc le ministère des Affaires étrangères turc et le ministère des Affaires étrangères gabonaise, pour pouvoir discuter de ce problème-là. Malheureusement, Paco Mobele, dans sa médiocrité, n'a même pas été capable d'abord de pouvoir se pencher sur ce dossier, notamment les conditions pour lesquelles les étudiants gabonais en 2012 étaient arrivés en Turquie. Donc, qu'est-ce qui a emmené les étudiants gabonais à venir en Turquie? Dans quelles conditions ils sont arrivés en Turquie? Quels étaient les objectifs? Il fallait d'abord se poser des questions afin de pouvoir avoir des éléments pour pouvoir répondre à votre interlocuteur. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. Il s'est plongé comme un cheveu dans une soupe, ne sachant pas où il se trouve, ne sachant pas quoi dire. Ça a été plutôt l'histoire de, oui, les enfants, comme ils ont fauté, il faut les punir. Alors là, il n'y a pas de souci. Notre État est contre le terrorisme. Si les enfants sont venus en Turquie pour foutre le bordel et de venir apprendre, il faut les punir. Donc, ils ont simplement validé cette mention qui a été de les condamner et de les rendre responsables d'une chose dont ils n'étaient pas responsables. Parce que simplement, M. Paco Mobele n'avait pas des arguments à pouvoir défendre les étudiants gabonais en Turquie. Cette histoire aujourd'hui est assez grave parce que quand vous écoutez, quand un étudiant ou quand un individu, un citoyen du monde est accusé de terrorisme, cette mention de terrorisme automatiquement, généralement, est alertée au niveau d'Interpol. Donc aujourd'hui, quand vous comprenez que vos passeports sont biométriques, et quand vous dites que vous êtes accusé de terrorisme, aujourd'hui, vous pouviez même avoir des mentions d'interdiction de voyage, de vol ou encore de voyage à travers l'international. Et tout cela a simplement été validé, accepté par notre soi-disant mission diplomatique, par nos soi-disant émergents, par nos soi-disant... voilà. Donc, l'affaire des étudiants gabonais, en gros, c'est un peu ça. Donc, vous comprenez que si on n'a pas eu l'occasion de pouvoir faire trop de bruit ici par rapport à ça, c'est parce que c'est une affaire assez complexe qui a des souches assez complexes que nous ne maîtrisons pas. Et pour ne pas prendre le risque de dire des choses qu'on ne maîtrisons pas et nous exposer à des représailles, c'est la raison pour laquelle cette histoire a été traitée plus dans les coulisses. Mais le plus important a été que ces derniers puissent rentrer au Gabon, au moins auprès de leur famille, au lieu de faire des tours ou des visites dans des prisons où se retrouvent des véritables terroristes. Parce que ce qui a été le cas de l'un de nos compatriotes qui a été enfermé pendant plus d'1 mois dans une prison où se trouvaient des véritables terroristes, des véritables criminels reconnus et recherchés à travers le monde. Donc, ces risques-là, ce traumatisme-là, vous devriez vraiment vivre cela pour comprendre. Donc, je témoigne comme cela pour l'un de nos compatriotes, dont je ne vais pas citer son nom ici, qui a vécu ça et qui, franchement, il faudrait vraiment être dans sa tête aujourd'hui pour savoir ce que cet enfant a vécu pendant plus d'1 mois. Et l'autre compatriote aussi qui en a fait 2 semaines. Et donc, vous comprenez que ça a été très compliqué. Donc, entre choisir, accepter que ces étudiants terminent leurs études ici en Turquie, terminent leur cursus scolaire et avec le risque de se faire arrêter et d'accepter finalement avec beaucoup de rage dans le cœur qu'ils devraient plutôt rentrer au pays. Nous avons choisi qu'ils rentrent au pays auprès de leur famille et lieu de passer un séjour dans des prisons aussi dans des conditions aussi déplorables. Donc, en gros, c'est un peu ce qui s'est passé. Donc, pour ceux qui ont posé la question sur ces étudiants, je crois que j'espère vous avoir apporté un certain nombre d'éléments pour être plus... voilà.
Maintenant, aujourd'hui, je parlais de la résistance qui continue. Je parlais du mouvement qui continue. Et je disais que nous devrions nous mobiliser. Nous devrions nous mobiliser et nous devrions savoir surtout comment faire pour que ce jour soit un jour inoubliable pour Ali Bongo, pour que ce jour soit un jour, inoubliable aussi pour les Gabonais. Parce que si Ali Bongo, lorsque nous allons aller, plutôt au lieu d'aller marcher au niveau du bord de mer, au lieu d'aller marcher au niveau du bord de mer, enverra des soldats parce que nous allons marcher au niveau de Rio. Alors Ali Bongo va choisir le 17 août comme étant encore un jour où les Gabonais vont saigner. Parce que ce qui est sûr, c'est que nous n'allons pas aller marcher au bord de mer, mais nous allons marcher à Rio. Nous allons faire le ngozé à Rio parce que ça fait partie de nos mœurs, ça fait partie de notre culture et c'est aussi une manière de célébrer le 17 août. Donc, j'invite les Gabonais de Libreville, j'invite tous ceux qui sont au pays de se retrouver ce jour à Rio. Encore que ce n'est pas encore une mention officielle, mais c'est une idée, d'accord? Que ceux-là qui peuvent organiser le 17 août au Gabon se penchent là-dessus. Je les invite de se retrouver à Rio, que Rio devienne pendant ce jour-là le lieu sacré du Ngozis, le lieu sacré de nos rythmes. D'accord? Il faudrait que nous fêtons le 17 août, mais à Rio et non au bord de mer. Alors, si l'attroupement de Rio va déranger Ali Bongo, si les marches à travers Ovendo, à travers l'aéroport, à travers le PK12 pour se retrouver à Rio vont déranger Ali Bongo, alors qu'Ali Bongo envoie ses soldats pour nous empêcher de célébrer notre jour de liberté. Qu'Ali Bongo envoie ses soldats pour célébrer notre jour de liberté. Il faudrait que les Gabonais comprennent que ce jour est un jour sacré. Et c'est un jour sacré et non un jour sacrifié. Si Ali Bongo veut tâcher le 17 août, si Ali Bongo veut tâcher une fois de plus ce drapeau, le jour du 17 août, en envoyant des milices pour venir nous tirer dessus à Rio, alors qu'il le fasse. Qu'il le fasse parce que nous n'allons pas reculer. Nous n'allons pas reculer. La mesure est claire, la mention est claire. Nous n'allons pas reculer. Nous n'allons pas reculer. Qu'ils comprennent cela, qu'ils acceptent cela, qu'ils se fassent à l'idée qu'aucun Gabonais ne va reculer. Aucun. Aucun Gabonais ne va reculer. Aujourd'hui, cette lutte a plus de sens, qu'elle en a eu dans les années précédentes. A plus de sens. Car ça fait déjà bientôt, dans quelques jours, un an, une année va bientôt finir que cette résistance continue. Mais n'a pas chuté pour autant, malgré les sommes faramineuses qu'Ali Bongo a sorties pour nous corrompre. Malgré les égards de comportement, les égards d'ego, malgré les égards de langage, elle continue. D'accord? Elle continue. Quitte à ceux-là qui veulent nous faire croire que nous n'avons plus rien comme sujet, voilà pourquoi nous parlons de la nullité d'une femme, mais qu'allez-y vous faire foutre. Sans vouloir manquer de respect au moment qui ont pris la part de Tata Huguette, je vous respecte, vous êtes des mères. Et quand je dis allez-y vous faire foutre, ce n'est pas de vous dont il s'agit. Je vous comprends. Mais j'ai envie de vous dire aussi en tant que jeunesse, en tant qu'activiste, parce que l'activiste n'est pas seulement celui qui parle de politique. L'activiste parle aussi du social. Mais nos mères, mais qu'est-ce que vous dites? Quand vous nous parlez de sa vie, il faut laisser, il faut respecter l'intimité d'une femme. Mais nos mères, qu'est-ce que vous dites? On n'a pas filmé Tata Huguette en train de se filmer, en train de se faire plaisir dans sa maison de manière discrète et indiscrètement. Ce n'est pas une personne qui est passée à travers la fenêtre et puis s'est mise à filmer Tata Huguette en train de se faire des trucs dans la maison pour dire que une personne n'a pas respecté son intimité. C'est Tata Huguette elle-même qui s'est filmée, qui l'a envoyé à quelqu'un. Ça veut dire que c'est elle-même qui est à l'origine de ce qui est arrivé. Mais il ne s'agit pas d'une vidéo envoyée par inadvertance. Il y a une série de photos prises avec des tenues différentes. Ça veut dire que c'est à des jours différents. Ça veut dire que Tata Huguette s'est organisée avec une personne à s'envoyer des choses. Mais pour ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, si par inadvertance, là, s'est retrouvé sur la place publique, vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi? Vous allez poursuivre les gens parce que vous avez fait tomber votre téléphone. Si vous oubliez votre téléphone dans un lieu public, vous allez me poursuivre. Attends, je vous pose une question. Vous oubliez votre téléphone dans un train ou dans un véhicule, dans un bus.
ou dans un café, moi j'arrive, je ramasse. Vous allez me porter plainte parce que j'ai ramassé votre téléphone. Arrêtez Elle aussi, elle vient encore ouvrir sa sale bouche là pour parler mal aux gens. Mais franchement, pendant qu'il y a des moments qui sont compatibles pour toi, au lieu de la fermer, tu viens ouvrir ta sale bouche pour parler aux gens. Je vais vous porter plainte, imbécile. Tu vas porter plainte à qui? Tu vas porter plainte à qui? Tu vas porter plainte à qui? Tu penses qu'on a peur de toi? Il y a quoi? Mais je vais vous dire ce qui se passe. Si on considère le fichier informatique, la nullité de Tattoo-Gate ou ce film comme étant une propriété privée, qu'est-ce qu'on fait sur les films porno, sur les films qui sont connus de propriété privée? Je vous parle ici des films qui sortent dans les cinémas à gauche et à droite. On écrit une petite mention quelque part que la copie ou la distribution illégale de ce fichier est interdite et toute personne susceptible de pouvoir copier ou pouvoir distribuer cela illégalement sera poursuivi et passible d'une peine de prison. Mais qu'est-ce qui a été écrit sur le fichier de Tattoo-Gate? Rien du tout, si ce n'est JP. Bye. JP. Il n'y a que ça. Donc, rassurez-vous, ce fichier n'a pas été censuré, n'est pas une propriété privée, c'est une propriété publique. Donc, elle peut être publiée, elle peut être envoyée n'importe où. Donc, Tattoo-Gate, toi, tes histoires de je vais te poursuivre. Bon, moi, je vais te dire maintenant. Moi, j'ai ces fichiers, je les distribués. Maintenant, si tu veux me poursuivre, là, tu me poursuis. Je m'appelle Eyi Parfait. Voilà. Donc, poursuis-moi. J'ai distribué, j'ai publié. Parce que c'était un fichier public. Vous pensez que quoi? Mais arrêtez-moi vos histoires. Moi, je parle de ce sujet pas parce que c'est un sujet qui est nécessaire à l'activisme. Je parle de ce sujet parce que c'est une plaie sociale. C'est une plaie sociale. Tattoo-Gate est un danger pour sa fille. Tattoo-Gate est un danger pour son enfant. C'est ça l'exemple. Vous me parlez de quoi? Nos mœurs, vous avez oublié ce que c'est? Les interdictions, vous avez oublié ce que c'est? Il est interdit d'un enfant de voir là où il est sorti. Il est interdit d'un enfant de voir là où il est sorti. Donc vous estimez que c'est normal que vos enfants voient là où elles sont sorties à travers Internet? La dépravation, hein? Ce que Patience Labani a fait aux États-Unis, la pédophilie qu'elle a menée aux États-Unis, les deux hommes qui se couchent entre eux, des femmes qui se couchent entre elles. C'est ce que vous voulez accepter que Tattoo-Gate amène encore au Gabon? Ça vous fait plaisir de voir des enfants de 15 ans faire des groupes, des sex tapes entre gays? Ça vous plaît, ça? Hein? De voir des enfants de 15 ans se vanter qu'ils sont bisexuels ou ils sont homosexuels? Ça vous fait plaisir, ça? Et quand on vous dit, quand il faut sanctionner, quand il faut parler, vous venez nous raconter des histoires comme quoi c'est pas sur le combat. Quel combat? Quel combat? Vous pensez que les sujets manquent? Voilà un sujet que je viens de parler là, sur la situation des Gabonais en Turquie, sur les mesures à prendre sur le 17 août. Et ça, c'est aussi un sujet social. Putain de merde. Il incombe à tous de prendre ses responsabilités. À tous. D'accord? Excusez-moi, j'ai l'impression que ça bug là. Excusez-moi, j'ai l'impression que ça bug. Vous allez m'excuser, hein? Ouais, excusez-moi, tout à l'heure, j'ai eu un petit souci de connexion. Voilà. Donc, voilà. Je disais, j'ai eu un petit souci de connexion. Hein. Partagez la vidéo pour ceux qui peuvent la partager. Voilà. Invitez qui vous voulez inviter. S'il y a des gens que vous voulez inviter, invitez tout le monde. Voilà. Voilà. Partagez la vidéo. Tout à l'heure, j'ai été coupé pour l'un de... Voilà. Donc, problème de connexion. Donc, j'étais en train de dire que il va falloir que nous prenions nos responsabilités. Il va falloir que nous prenions nos responsabilités. D'accord? Moi, j'étais à Libreville, ça fait 1 an. J'ai assisté à une scène que je n'arrive toujours pas à décrire. J'ai assisté à une scène de jalousie qui s'est terminée par une bagarre de groupe entre gays. Entre gays. Mais le problème, ce qui m'a choqué, ce n'était pas parce que c'était des gays. Moi, je m'en fous. Si tu te fais prendre par un mec, c'est ça ne me dit rien.
Ce qui m'a plus choqué dans l'histoire, c'est que c'était des jeunes de 15 ans, de 14 ans. Des jeunes de 15 ans, de 14 ans. Vous vous rendez compte? Hein? Aujourd'hui, la dépravation a atteint un niveau qui ne dit pas son nom. Au lycée national Léon Bas, des enfants se poignardent. Vous vous rendez compte? La pédophilie. Vous vous rendez compte de ça? Vous parlez de buzz. Quel buzz? Aujourd'hui, Tata Huguette vient d'ouvrir un nouveau niveau du buzz. D'accord? Il faut se foutre les doigts n'importe où. D'accord? Ça, c'est quand c'est pour toi, il n'y a pas de souci. Je dis bien ceci. Il faudrait que les gens comprennent ceci. Chacun de nous a ses délires. D'accord? Et je ne vais pas dire que la plupart des personnes qui défendent ou qui sont contre Tata Huguette sont contre ces pratiques-là. Non. Mais quand je veux faire comprendre une chose, c'est que lorsque quelque chose qui est censé être privé devient public, il faut parler. Il faut parler. Le problème, c'est même pas qu'elle se repent, ou du moins elle s'excuse, ou du moins non, elle se vante même de ça. Ce n'est pas pour la rendre célèbre, mais est-ce que vous ne comprenez pas, il ne s'agit pas de célébrité. Il ne s'agit pas de célébrité. Vous allez parler d'ailleurs, il faudrait éduquer nos populations, il faudrait éduquer nos jeunes, il faudrait éduquer nos frères, nos sœurs, nos frères. Il faudrait éduquer nos enfants, nos petits frères. Quand la vidéo de Tata Huguette se retrouve sur Internet et que Tata Huguette elle-même vient justifier que c'est normal, qu'elle est devenue la Kim Kardashian de la politique. Vous savez, je me rappelle à un discours d'Obama, il disait qu'il faudrait encourager des jeunes entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs. Qu'il faudrait encourager ceux-là qui partent de rien pour devenir quelqu'un, quelque chose. Il avait parlé de ce départ de rien de Kim Kardashian qui est devenu quelque chose. Il avait parlé de ce départ de rien de Lil Wayne qui est devenu quelque chose. Mais il avait dit ceci. Je ne peux pas prendre comme exemple Kim Kardashian. Mais je peux prendre comme exemple Lil Wayne. Vous comprenez ce que ça veut dire? Il avait dit, je ne peux pas prendre comme exemple Kim Kardashian parce que c'est vrai, elle est partie de rien, elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Mais je ne peux pas prendre comme exemple Kim Kardashian. Même si nous sommes dans un pays libre, la manière pour laquelle Kim Kardashian est devenue ce qu'elle est devenue, félicitations pour sa réussite, mais ce n'est pas un exemple. D'accord? Ça veut dire que dans ce pays où on prétend que toutes les libertés sont à 100 à l'heure, tous les vannes sont ouverts, il y a quand même l'éthique qui est là, la moralité qui est là. Pourquoi vous ne voulez pas comprendre ça? Pourquoi vous voulez souvent nous donner l'impression que ce qui se passe ailleurs est forcément cautionné par tout le monde? Hein? Mais il faudrait comprendre. Lil Wayne a fait le rap. Il prendra comme exemple Jay-Z. Jay-Z, il est parti de rien et il n'y a que le rap qui a fait de lui ce qu'il est. Et c'est ça, justement. C'est ça que vous devriez comprendre. C'est ce que vous devriez accepter. Mais vous voulez nous faire croire qu'aujourd'hui, Tata Huguette est une référence parce qu'elle se sent... Mais arrêtez-moi ça. L'Oréal et Kondo, quand ces photos ont été publiées sur Internet, elle a été juste désolée, triste, mal. Mais elle n'est pas venue se vanter en disant que je suis la Kim Kardashian de la musique gabonaise. Elle s'est fait petite. Mais cette salope, mais c'est une pute, il faut le dire. C'est une pute. C'est une pute, il faut le dire. Moi, j'ai dit c'est une pute. Allez-y, menez-moi où vous voulez. Moi, j'ai dit que c'est une pute. Voilà. C'est une pute. Ouais, c'est une pute. Et je te dis, Tata Huguette, moi, j'ai publié tes photos. J'ai publié cette vidéo. Maintenant, si tu veux me porter plainte, va porter plainte. Tu es une pute. Voilà. Tu empoisonnes notre société. Tu empoisonnes nos mœurs. Tu empoisonnes nos jeunesses, nos jeunes filles. Tu ne montres même pas l'exemple à ta fille ou à ton fils. Quel exemple tu donnes à ton fils? Que parce qu'on a des envies, qu'on doit se foutre les doigts n'importe où et faire des vidéos et les envoyer sur Internet. Si tu n'as pas été capable de pouvoir garder ta nudité ou de pouvoir garder ta vie privée,
Qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse? On n'a rien à cirer. On n'en a rien à foutre. Mais bon, je vais pas trop tirer de long en large sur ça. C'était pas sur le sujet du jour. Donc, je reviens encore sur les réalités de notre sujet, le sujet le sujet de notre jour. Nous restons mobilisés. La résistance continue. La résistance continue. Et aujourd'hui, justement pour défendre notre culture, pour défendre nos rites, nos traditions, qui ont été, euh, qui ont été malmenés, qui ont été traînés au sol par les bongos, il faudrait justement que nous commencions déjà par nous unir le jour du 17 août. Voilà. Nous devons rester unis le jour du 17 août. Et rester unis le jour du 17 août, c'est de défiler à Rio. C'est de défiler à Rio. C'est que tous les Gabonais se retrouvent à Rio pour défiler. Ali Bongo, je ne pense pas que, après avoir mobilisé toute l'armée, la police au niveau du bord, voilà, donc merci de m'avoir suivi. Désolé, hein, j'ai eu une coupure d'internet encore. Je vais me concentrer un peu sur mon petit travail. Donc merci de m'avoir suivi et je demande à tous les Gabonais de rester mobilisés, de partager la vidéo pour ceux qui peuvent partager la vidéo. Merci d'avance. Et puis on reste mobilisés. Ali Bongo va partir. Donc on est ensemble. Quand la toi te guette, tu es une pute, pétasse.